La boîte de Pandore. En ce temps-là, il y a très très longtemps, il n'y avait ni malheur, ni maladie, ni colère dans le monde. Chacun vivait sans connaître la douleur ni la vieillesse. Et comme personne n'enviait son voisin, il n'y avait ni combat, ni guerre, ni meurtre. En ce temps-là, il y avait assez de tout pour chacun et la cupidité n'existait pas. Les maris et les femmes ne se disputaient jamais, et Pandore et Épiméthée étaient heureux ensemble, dansant, festoyant, jouant et dormant au soleil d'un printemps perpétuel. Les envieux auraient pu dire que Pandore était trop gâtée, mais il n'existait pas une seule personne envieuse pour le dire. Et Épiméthée aimait la couvrir de cadeaux. Chaque jour, il lui apportait une nouvelle robe, ou des sandales, ou des bijoux, ou une statue pour leur jardin. Sa quête de présents pour elle l'entraînait chaque jour de plus en plus loin de la maison. Et Pandore restait seule des journées entières. Un jour, Épiméthée revint à la maison avec un objet large et carré, enroulé dans un tissu. C'était une vieille boîte poussiéreuse, fermée par un cadenas et entourée d'un lien d'or. « Qu'est-ce que c'est » demanda joyeusement Pandore, en dansant autour de la boîte. « Un cadeau pour moi, bien sûr. »« Non, Pandore, ce n'est pas un cadeau, » lui répondit fermement son époux. « Cette boîte m'a été remise pour toi par le dieu Mercure, pour que tu la gardes soigneusement. Tu dois promettre de ne jamais l'ouvrir, quoi qu'il arrive. Car si tu l'ouvres, tu le regretteras toujours. » « Oh, je t'en prie, laisse-moi y jeter un coup d'œil. Juste un petit coup d'œil. »« Non, Pandore, cette boîte n'est pas à nous. Nous devons respecter les souhaits de Mercure. N'y pense plus. » Mais le lendemain, quand Épiméthée fut sortie, Pandore se mit à penser de plus en plus à cette boîte. Ses pas la ramenèrent vers la boîte encore et encore. Elle caressa du doigt le cadenas et le lien d'or. « Ah, je me demande ce qu'il y a dedans, » se disait-elle. « Je crois qu'Épiméthée s'est moquée de moi en me parlant de Mercure. C'est sûrement un cadeau pour moi. En plus, c'est lui qui a fait la promesse, pas moi. Il n'y a sûrement rien de mal à y jeter un petit coup d'œil. » Ses doigts commencèrent à délier le nœud du lien d'or. Mais elle s'arrêta juste à temps. Elle s'occupa à de nombreuses petites besognes dans la maison. Mais l'après-midi, elle perdit patience, revint vers la boîte, défit le lien d'or, ouvrit le cadenas. Aussitôt, un léger bruissement se fit entendre dans la boîte, comme les ailes d'un papillon voltigeant contre une fenêtre fermée. Oh, cela doit être un gentil petit animal. Je ne veux pas le laisser enfermer. Et Pandore ouvrit le couvercle. Mais à l'intérieur de la boîte, il n'y avait qu'une jarre, scellée de cire et couverte de poussière. Des sons en sortaient, des sons de plus en plus forts. Si j'ouvre la jarre, pensa Pandore, Épiméthée saura que j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle referma donc la boîte et de nouveau tenta de l'oublier. Mais il lui tardait trop de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle alla la voir plusieurs fois de suite. Et puis, comme dans un rêve, elle se retrouva devant la boîte ouverte, essuyant la poussière de cette mystérieuse jarre. « Pandore, Pandore, s'il te plaît, laisse-nous sortir !» pleurnicha un chœur de petites voix à l'intérieur de la jarre. Pandore brûlait. « Mais je ne dois pas, il ne faut pas, mon mari m'a dit... » « Épiméthée n'en saura rien, s'il te plaît, fais-nous sortir. Le monde n'est pas complet sans nous. » Pandore ne pouvait plus résister à la tentation. Elle brisa vivement la cire. Le bouchon sauta, poussé hors du col de la jarre par un horrible frelon noir. Son dard luisait de venin, son bourdonnement signifiait le mot « mort ».
Un autre insecte, aux ailes épaisses, le suivit, les yeux fixes, murmurant le mot « peur ». Puis une punaise couverte de cloques rampa hors de la jarre. Sa traînée de bave écrivit le mot « maladie » sur le sol. Un moustique couleur de glace sortit de la jarre, vola dehors et flétrit le jardin. Partout où il se posait, des épines, des mauvaises herbes, des taches noires et des chenilles remplaçaient les fleurs. Son gémissement semblait dire « faim ». Pandore, affolée, essayait en vain de replacer le bouchon. Mais un hanneton surgit de la jarre et la piqua en criant « Trop tard pour nous arrêter maintenant, femme insensée. Nous sommes tous les malheurs que le monde n'avait jamais connus. Un présent des dieux qui enviait votre bonheur. Moi, je suis la vieillesse. » Le bouchon, dans la main de Pandore, lui parut soudain trop lourd. Elle vit sur son bras les taches sombres de l'âge. Dans le miroir de bronze, elle aperçut un visage ridé, des cheveux gris. Le vent glacé de l'hiver s'échappa de la jarre et souffla sur elle jusqu'à ce qu'elle frissonne de froid. Dans un effort désespéré, Pandore remit le bouchon à sa place et ferma vivement le couvercle de la boîte. Mais l'ennui, la colère et la jalousie l'avaient devancé. Comme un essaim piquant et mordant, ils volèrent dehors, descendirent le chemin et se posèrent sur la tête d'Épiméthée qui revenait à la maison. Il traîna sa femme par les pieds et la battit furieusement. « Vilaine femme, désobéissante, stupide, égoïste » hurlait-il dans sa colère. « Je t'avais bien dit de ne pas ouvrir cette boîte. Pourquoi ne fais-tu jamais ce qu'on te dit ?» Et Pandore, qui n'avait jamais connu, ni même imaginé une telle méchanceté, sentit les larmes jaillir de ses yeux pour la première fois. Le malheur aussi s'était échappé de la boîte. De l'extérieur venait l'écho de combats, des cris de terreur. Le monde merveilleux semblait être devenu laid, horrible et méchant. Alors Pandore entendit de nouveau une minuscule voix venant de l'intérieur de la jarre. « Pandore, Pandore, ne me laisse pas ici tout seul. Le monde a besoin de moi. Le monde n'est pas complet sans moi. » « Tu ne me tromperas plus !» sanglota Pandore en se jetant sur le couvercle de la boîte. « Mais je peux t'aider. Fais-moi sortir. Oh, je t'en prie, laisse-moi sortir. » Cette voix semblait presque aussi Son cœur se mit à battre plus doucement. « Et toi, quelle sorte de malheur es-tu » lui demanda-t-elle. « Je suis l'espoir, » vrombit la petite créature ailée avant de s'envoler loin dehors, livrer bataille à tous les horribles démons. Elle apporta la promesse du printemps au jardin glacé et sécha les larmes. En passant, elle donna aussi un coup d'aile sur la joue d'Épiméthée. Pandore de
Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons bien roses et bien ronds. Ces cochonnets vivaient heureux avec leurs parents dans une charmante petite maison en plein champ. Cependant, plus nos trois petits grandissaient, plus le logis devenait étroit pour toute la famille. Et un jour, leur mère déclara « Nous n'avons plus assez de place ici, mes enfants. Il est grand temps que vous partiez et appreniez à vivre seuls. Construisez-vous chacun une maison de vous croquer. » Les petits cochons étaient un peu tristes, mais ils obéirent à leur mère et ils partirent. Le premier se fit une maison de paille, le deuxième se fit une maison de bois et le dernier une maison de briques. Celle-ci fut plus longue et plus dure à bâtir, mais une fois finie, c'était certainement la plus réussie. Les murs solides, l'intérieur douillet, il y faisait bon vivre. Le temps passa. Et un beau matin, on vint frapper à la porte du premier petit cochon. C'était le loup, le grand méchant loup. Il avait appris que les trois petits cochons s'étaient installés dans les environs et il avait décidé de leur rendre visite pour les manger. « Petit cochon, ouvre-moi » demanda le loup aimablement. « Non, non et non, par ma queue en tire-bouchon, tu ne mettras pas la patte dans ma maison de paille » répliqua le cochonnet en verrouillant sa porte. « Tu l'auras voulu » hurla le loup. « Je vais souffler si fort que ta maison de paille s'effondrera et alors je te mangerai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il inspira, puis il souffla de toutes ses forces et la maison de paille s'envola. Terrifié, le petit cochon s'enfuit chez son frère qui vivait dans sa maison de bois. Et quand le loup, tout haletant, le rejoignit, la porte était déjà fermée. « Petit cochon, s'il vous plaît, laissez-moi entrer » cria-t-il. « Non, non et non, par ma queue en tire-bouchon, tu ne mettras pas la patte dans ma maison de bois » s'écria le deuxième cochonnet. Mais le grand méchant loup était bien décidé à dévorer les petits cochons. « Tu l'auras voulu » gronda-t-il. « Je vais souffler si fort que ta maison de bois s'effondrera et alors je vous mangerai. » Il inspira, puis il souffla de toutes ses forces et la maison de bois s'envola. Aussitôt, les deux petits cochons coururent se réfugier dans la maison de briques de leur frère. Ils étaient à peine arrivés que le loup les rejoignait, mais la porte était fermée. « Petit cochon, s'il vous plaît, laissez-moi entrer » supplia le loup. « Non, non et non, par ma queue en tire-bouchon, tu ne mettras pas la patte dans ma maison de briques » riposta le troisième petit cochon. Le grand méchant loup était furieux. Il n'avait pas l'intention d'abandonner un si beau dîner. « Bon » ricana-t-il. « Je vais souffler si fort que ta maison de briques s'écroulera et je vous mangerai tous les trois. » Il inspira, puis il souffla de toutes ses forces. Mais la maison ne bougea pas. Fou de rage, il se gonfla, il s'enfla. Mais la maison tint bon. « J'en ai assez » hurla-t-il. « Puisque je ne peux pas rentrer par la porte, je rentrerai par la cheminée. » À l'aide d'une échelle, il grimpa sur le toit, puis il se pencha dans le trou de la cheminée. Les trois petits cochons l'avaient entendu. Ils avaient allumé le feu et placé une grande marmite d'eau dans le foyer avec des légumes qui sentaient bon. Alléché par la bonne odeur, il se pencha encore, il perdit l'équilibre et tomba dans la marmite. L'eau était si chaude que le loup fut bientôt cuit. Les petits cochons étaient fous de joie. Ils décidèrent de ne plus jamais se séparer et d'habiter ensemble dans la maison de briques. Et ils y vécurent très heureux.
Pinocchio, la promesse de la fée. Pinocchio s'était installé joyeusement dans la maison de la fée, au pays des abeilles laborieuses. Mais quelque chose le tracassait, et il en parla à la fée. « J'en ai assez d'être un pantin, dit-il. Je voudrais être un vrai petit garçon et grandir pour devenir un homme. » « Ah, ça ne sera pas facile, » répondit la fée. « Les pantins ne grandissent pas, mais si tu es très sage, il pourrait y avoir une exception, si tu le mérites. Plus de mensonges, ni de paresse. Tu devras aller à l'école et travailler dur. »« Tu veux dire que je peux devenir un vrai petit garçon ?» s'écria Pinocchio. « Si tu travailles bien pendant toute l'année, et si tu perds tes mauvaises habitudes, je te promets que tu deviendras un vrai garçon. Donc demain, tu vas à l'école. » Imaginez l'arrivée de Pinocchio à l'école. Les autres enfants trouvèrent très amusant d'avoir un pantin dans la classe. Ils lui jouèrent toutes sortes de méchants tours. Mais lorsqu'ils voulurent tirer sur son long nez, Pinocchio se défendit avec ses pieds et ses poings en bois. C'est ainsi qu'il leur apprit à le respecter. Très vite, il s'en fit des amis. Cependant, Pinocchio était devenu le premier de la classe, et ils étaient jaloux. Aussi, un jour, plusieurs d'entre eux arrêtèrent Pinocchio sur le chemin de l'école et lui racontèrent qu'un requin, gros comme une montagne, avait été aperçu près de la côte. Pinocchio pensa que c'était peut-être celui qui avait avalé son pauvre père. « Nous allons faire l'école buissonnière pour le voir. Viens donc avec nous !» Le pantin leur proposa d'y aller après l'école. Mais tous se moquèrent de lui. « Le requin va pas t'attendre jusqu'à ce soir !» dirent-ils. Pinocchio se laissa entraîner. Mais il comprit vite qu'on l'avait trompé. Il n'y avait pas l'ombre d'un requin. « Il est allé prendre son petit déjeuner ?» plaisanta un des garçons. Pinocchio était furieux. Plus les autres se moquaient de lui, plus sa colère montait. En un instant, une bataille éclata. Livres et sacoches volèrent dans tous les sens. L'un des garçons reçut un gros livre en plein front et tomba. À cette vue, les autres filèrent, laissant Pinocchio seul avec le garçon inanimé. Pinocchio mouillait les tempes du garçon avec son mouchoir trempé dans l'eau de mer, lorsque deux gendarmes apparurent avec leurs chiens. « Nous t'arrêtons !» dirent-ils à Pinocchio. Confiant le blessé à un habitant d'une maison voisine, ils traînèrent le pantin jusqu'à la route. Pinocchio était terrorisé. Il tremblait, sa langue lui collait au palais. Il ne pouvait parler, pas même pour leur expliquer que ce n'était pas lui qui avait jeté le livre. Mais juste au moment où il s'attendait à mourir de frayeur, un coup de vent emporta son bonnet vers la mer. Les policiers lui permirent de courir après. Et Pinocchio saisit cette chance de s'échapper. Alors, les policiers lâchèrent leur chien. Une énorme bête appelée Alidor. Bientôt, Pinocchio l'entendit courir dans son dos. Puis il sentit son souffle sur ses mollets. Il était tout près du bord de la falaise. Et en un saut désespéré, Pinocchio se jeta dans les vagues et nagea vers le large. Alidor freina de toutes ses forces, ses pattes s'enfoncèrent dans le sol. Trop tard, le chien, entraîné dans son élan, plongea et sombra. Il ne savait pas nager. En remontant à la surface, les yeux révulsés de terreur, il aboya piteusement. « Pinocchio, sauve-moi, je me noie !» En l'entendant, le cœur de Pinocchio fondit. Il revint vite à la nage et entraîna le chien sur le rivage. Puis il plongea de nouveau et se remit à nager. « Au revoir, Pinocchio. Tu m'as sauvé la vie. »
cria le chien derrière lui. Le pantin longea la côte à la recherche d'un endroit sûr où aborder. Enfin, il aperçut un panache de fumée montant d'une grotte. Il s'en approcha à la nage pour l'inspecter. Mais au moment où il allait se hisser sur le rivage, il se sentit soulevé au-dessus de la mer. Il venait d'être pris dans un filet avec tout un banc de poissons frétillants. Au même instant, un immense pêcheur surgit de la grotte. Il était aussi horrible à voir qu'un monstre marin. Son corps était couvert d'écailles vertes. Il avait un paquet d'algues sur la tête. Ses gros yeux verts luisaient. Sa barbe était gluante. « Encore une belle prise !» s'exclama-t-il en relevant son filet. Il entra dans la grotte où une énorme poêle grésillait déjà sur un feu de bois. Voyons ce que j'ai pris, » dit-il. « Oh, les bons rougets !» Il les roula dans la farine et les jeta dans la poêle. « Les belles sardines, les délicieuses soles. Et qu'est-ce que c'est que celui-là? Un nouveau poisson ?» Il tira le pauvre Pinocchio du filet, tout dégoulinant et tremblant de peur. « Je ne suis pas un poisson, je suis un pantin. Laissez-moi partir !»« Tu veux rire? Crois-tu que je vais perdre ma chance de goûter un poisson aussi rare que toi? Je n'ai encore jamais pris un poisson pantin. Hein? » Il roula soigneusement Pinocchio dans la farine, le sala et le poivra, et le tint au-dessus de la poêle. Mais juste à cet instant, il y eut un aboiement terrible, et Alidor se précipita dans la grotte, attiré par la bonne odeur. « Dehors !» hurla le pêcheur. « Sauve-moi, Alidor !» cria Pinocchio en se débattant. Le chien reconnaissant bondit en l'air, arracha le pantin enfariné des mains du géant et fila hors de la grotte. Puis il ramena Pinocchio sur la plage. « Voilà, » dit-il. « Tu m'as sauvé, et maintenant, je t'ai sauvé. Dans ce monde, nous devons nous entraider. » Et Alidor lécha gentiment le petit pantin avant de se lancer à la recherche de ses maîtres. Le soir tombait. Pinocchio était pressé de rentrer à la maison. Sur le chemin qu'il ramenait au village, un vieil homme lui apprit que le blessé allait bien et que la police ne le recherchait plus. Quel soulagement! Mais Pinocchio avait très peur de se présenter devant la fée. « Que va-t-elle me dire ?» se demandait-il en tremblant. « Jamais elle ne me pardonnera ma nouvelle escapade. Je l'aurais bien mérité, je promets toujours, mais je ne tiens pas mes promesses. Jamais je ne deviendrai un vrai petit garçon. » Lorsque Pinocchio arriva à la maison de la fée, la nuit était tombée. Il avait froid. Il était fatigué et affamé. Pinocchio frappa à la porte, mais la maison resta silencieuse. La fée était-elle partie de nouveau? Il attendit et attendit. Enfin, une fenêtre s'ouvrit tout en haut de la maison et une grosse limace regarda dehors, tenant une bougie allumée sur la tête. La limace demanda: « Qui frappe à une heure pareille ? » « Moi, Pinocchio, la fée est-elle là ?»« La fée dort et ne veut pas être réveillée. Je descends t'ouvrir. » Une heure passa, puis 2. La porte ne s'ouvrait toujours pas. Pinocchio était complètement gelé. Il frappa encore. La fenêtre du 3e étage s'ouvrit. La limace regarda de nouveau dehors, puis elle dit: « Mon garçon, ça ne sert à rien de frapper ainsi.
Je suis une limace. Les limaces ne se pressent jamais. Et elle referma la fenêtre. Peu de temps après, minuit sonna, puis 1 heure. Mais la porte restait fermée. Pauvre Pinocchio, il n'avait qu'une chose à faire, attendre. Il resta devant la maison toute la nuit. À l'aube, enfin, la porte s'ouvrit. Il avait fallu 9 heures à la limace pour descendre jusqu'en bas. Tu ne peux pas entrer, Dit-elle. la fée dort encore. Apporte-moi au moins quelque chose à manger. Supplia le pantin. Je meurs de faim. Tout de suite. Dit la limace. Elle revint, 2 heures plus tard, avec du pain, du poulet rôti et des fruits. Pinocchio se jeta avidement sur la nourriture. Hélas, il s'aperçut tout de suite que rien de tout cela n'était réel. Ce n'était que du carton. Épuisé par toutes ces épreuves, il s'évanouit. Quand il revint à lui, Pinocchio était étendu sur un divan dans la maison et la fée était à ses côtés. Elle n'était pas fâchée, mais elle menaça Pinocchio. « Tu as encore désobéi ? Je te pardonne une fois de plus, mais gare à toi, si tu te conduis mal, une 3e fois. » Pinocchio promit de nouveau de se transformer tout à fait. Il le désirait vraiment, et plus jamais il ne voudrait revivre un jour et une nuit pareils. La leçon porta ses fruits. Pinocchio tint sa promesse pendant 1 année entière. L'été suivant, il gagna le prix d'excellence. Sa conduite fut si bonne que la fée en était enchantée. À son retour de l'école, elle lui annonça « Ton souhait sera exaucé. Demain soir, tu deviendras un vrai petit garçon. » Cette nuit-là, Pinocchio put à peine dormir tant il était agité. Plus qu'1 jour. Si seulement il pouvait être encore sage. Juste 1 jour de plus. Grogre, le petit ogre. Pour parvenir à la montagne où vivait le monstre, Grogre, le petit ogre, et Zagon, le dragon, volèrent durant 5 jours et 5 nuits. Enfin, au matin du 6e jour, ils atteignirent un pays étrange et désolé, un pays où il n'y avait ni arbres, ni fleurs, ni animaux. On ne voyait que des pierres et une inquiétante montagne noire. Sur ses pentes luisaient, çà et là, de curieuses traînées de vases vertes. Un peu partout, on voyait aussi des os, des squelettes entiers d'ogres, de dragons et de tous ceux que le monstre avait dévorés. Tout en planant, Zagon montra à Grogre un endroit sur la montagne. « Voilà l'entrée de la demeure du monstre. »« Mais comment fait-il pour monter tout là-haut » demanda le petit ogre. « Il rampe, mon enfant, il rampe de tout son corps visqueux. Il est si collant qu'il ne dérape pas. Mais la bave qu'il laisse sur son chemin est si glissante que nul ne peut le suivre. »« Mais, dit Grogre, nous n'avons pas à grimper, nous pouvons voler. »« Bien sûr, cramponne-toi » Et le dragon s'éleva à tire-d'aile jusqu'à l'entrée du tunnel. Arrivé devant le tunnel, Zagon s'agrippa avec ses puissantes griffes au rebord de pierre. « Vite, Grogre, saute, je ne peux plus tenir, ça glisse trop !» Grogre ferma les yeux, serra les dents et courageusement, il sauta. Ouf!
Il se posa juste à l'entrée du trou. Il était sauvé. Mais voilà qu'il glissait sur la bave verte. Et il n'y avait rien pour se retenir. Il allait tomber dans le vide. Il glissait de plus en plus quand Zagon le rattrapa de justesse. Puis, rassemblant ses forces, le dragon le projeta dans le tunnel. Comme il faisait sombre, tout était recouvert de vases vertes, poisseuses et puantes. Malgré son dégoût, Grogre se mit à avancer à quatre pattes. Flip, flop. Ses mains pataugeaient dans la boue. Flip, flop. Ses genoux s'engluaient. Il commençait à entendre un étrange grondement. Lent, sourd, régulier. C'étaient les battements de cœur du monstre. Puis, une faible lumière apparut. Elle émanait du corps luisant de l'horrible bête. Grogre avait atteint le bout du tunnel. Il se tenait à l'entrée d'une immense grotte, complètement occupée par le gigantesque corps de la bête. On aurait dit une mer verte. Des centaines de tentacules émergeaient et des dizaines d'yeux clos flottaient à la surface. Un pont de pierre surmontait le monstre. Zagon avait expliqué à Grogre qu'il devait l'emprunter pour se rapprocher du cœur de la bête. Alors Grogre se souvint des paroles de Zagon. « Sois brave et réfléchis !» Prenant son souffle, il saisit l'épée de son père et avança. Il avait bien du mal à marcher. Le pont était recouvert de la même bave, visqueuse et glissante. Enfin, il parvint au-dessus du cœur rouge du monstre. Soudain, Grogre bondit en arrière. Un tentacule lui avait effleuré la jambe. Et comme il sursautait, son pied glissa. Aussitôt, il brandit son épée en avant pour retrouver l'équilibre, mais l'épée frappa le pont. Et un grand bang retentit dans la grotte. Le monstre endormi s'éveilla. Un à un, ses yeux s'ouvrirent et il découvrit Grogre, seul sur le pont. Lentement, il étendit ses puissants tentacules autour de l'enfant. Le petit ogre, terrifié, leva son épée. L'ombrelle. Il y a très longtemps, vivait au Japon une petite fille nommée Min-Hi, dont l'anniversaire était en été. En cette saison, le soleil brûle et on recherche la fraîcheur de l'ombre. Aussi, pour les 8 ans de Min-Hi, on lui offrit une ombrelle. « Comme elle est jolie !» s'exclama l'enfant. « Dis maman, je peux aller me promener pour l'essayer ?»« Si tu veux, mais sois prudente. » À l'ombre de son ombrelle neuve, Min-Hi longea la rizière jusqu'à l'orée de la jungle. Soudain, un énorme gorille surgit. Ses longs bras ballants, le regard menaçant, il s'avançait vers la petite fille. « Oh là là !» se dit Min-Hi. « Je suis perdue. Il ne me reste qu'à me cacher derrière mon ombrelle en attendant qu'il me prenne et me mange. » Et toute tremblante, elle s'agenouilla derrière son ombrelle. Puis, elle attendit. Attendit encore. Et encore. Mais il ne se passa rien. Alors, elle jeta un petit coup d'œil de côté. Le gorille avait disparu. Toute surprise mais rassurée, Min-Hi reprit sa promenade. Quand, à son tour, un énorme tigre aux dents pointues jaillit hors des buissons. Il s'approchait d'elle sur ses pattes de velours. « Oh là là !» se dit Min-Hi. « Je suis perdue. Il ne me reste qu'à me cacher derrière mon ombrelle en attendant qu'il me prenne et me mange. »
frissonnant de peur, elle se blottit à nouveau derrière son ombrelle. Puis elle attendit. Attendit encore. Mais il ne se passa rien. Tout comme le gorille, le tigre avait disparu. Min-Hi se remit en route. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'une ombre gigantesque vint obscurcir le ciel. C'était un aigle et il plongeait sur elle. « Oh là là !» se dit Min-Hi. « Je suis perdue. Il ne me reste qu'à me cacher derrière mon ombrelle en attendant qu'il me prenne et me mange. » Comme les fois précédentes, elle attendit encore, mais il ne se passa rien. L'aigle aussi avait disparu. Dès que Min-Hi fut rentrée chez elle, elle raconta à sa maman ce qui s'était passé. « fit sa mère. « As-tu bien regardé le dessus de ton ombrelle ?» Min-Hi l'ouvrit et sursauta de frayeur. Sur l'ombrelle était peint un monstrueux, un terrifiant, un horrible dragon. « Maintenant tu comprends ?» reprit sa maman. « C'est le dragon qui les a fait fuir, tout comme il te protège du soleil. » La veste volante. Le professeur Popov vivait avec son épouse dans une belle maison jaune au bord de la mer. Il passait ses journées à enseigner, à jardiner et à pêcher. Et il était presque toujours très heureux. Deux choses pourtant le désespéraient, acheter ses vêtements et prendre le train pour aller à des congrès de professeurs à Paris. Par un beau matin d'été, le professeur bêchait son jardin quand il entendit un bruit sinistre, juste dans son dos. « Malheur !» murmura-t-il, « j'ai bien l'impression que j'ai déchiré ma veste. Oh. » Il ne s'était pas trompé. Sa vieille veste usée venait de se déchirer du haut en bas. Il ne pouvait plus la porter qu'en la boutonnant et en la mettant devant-derrière. Mais tout de même, le professeur Popov craignit de se trouver un peu bête avec une rangée de boutons dans le dos et deux pans déchirés par devant. « Oh non, ça n'ira pas, » soupira-t-il. « Il va falloir que j'aille m'acheter une veste. Oh. » Et il courut chez son tailleur. Or, des petits lutins malicieux étaient justement entrés dans la boutique du tailleur. Pour s'amuser, ils avaient jeté un sort à la veste placée dans la vitrine. Ils en avaient fait une veste volante. C'est-à-dire que celui qui la porterait, et ferait le souhait d'être quelque part ailleurs, serait aussitôt emporté dans les airs. Naturellement, le professeur Popov n'en savait absolument rien. Lorsqu'il vit cette veste en vitrine, il décida de l'acheter parce qu'il aimait ses carreaux verts et bruns. Il entra donc dans la boutique pour l'essayer. Le tailleur était enchanté qu'un client lui achète cette veste, car elle était là depuis longtemps et n'était plus à la mode. « Elle vous va à la perfection », dit-il au professeur, en l'aidant à l'enfiler. Le professeur Popov était ravi. « Oh, inutile de l'emballer, dit-il. Je la garde sur moi pour faire une bonne surprise à ma femme. Il y a des mois qu'elle me fait des reproches à cause de ma vieille veste. » Le professeur paya et sortit de la boutique, très fier de lui. Il se réjouissait à l'idée de montrer sa nouvelle veste à son épouse,
Mais il pensa que d'abord il pourrait aller pêcher un poisson pour le déjeuner. Il alla donc faire un tour du côté du port, et un instant plus tard, il était en mer sur son petit bateau. « Oh, quelle magnifique journée !» se dit-il en regardant le beau ciel bleu lumineux. Avec un soupir d'aise, il prépara sa canne à pêche et lança sa ligne. Mais le temps passa sans même qu'il ait une touche. Et bientôt, le vent se leva. De gros nuages gris apparurent à l'horizon et des vagues commencèrent à clapoter contre le bateau. « Oh, quel dommage !» pensa le professeur. « Non seulement je n'ai pris aucun poisson, mais je vais mouiller ma veste neuve. Oh, comme je voudrais être dans mon jardin. » Aussitôt, la magie des lutins fonctionna. La veste volante s'éleva dans les airs et le professeur avec elle. « Oh, misère! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» s'écria-t-il. Je vole! Oh, je vole vers la ville! Oh, voici le port! Oh, et l'université! Et je suis au-dessus de ma maison! À ce moment, la veste commença à perdre de l'altitude, tout doucement. Incroyable! Je suis dans mon jardin. Oh, ça alors! C'est cette veste, c'est sûrement une veste magique. Le professeur, très excité, entra vite voir sa femme. « Regarde, cette veste étonnante !» lui dit-il. « Elle est très jolie, mon chéri, mais bien trop belle pour jardiner. »« Aucune importance, reprit le professeur agacé. Regarde bien. Attends, je souhaite être dans le jardin. » Aussitôt, le professeur s'éleva vers le plafond, passa par la fenêtre et se retrouva dehors, dans le jardin. Madame Popoff n'avait jamais été aussi étonnée de sa vie. Elle se précipita dans le jardin. « C'est une veste magique !» lui cria le professeur. « Une veste volante !»« Incroyable !» lui répondit Madame Popoff en sautant sur place. « Mais j'y pense. Tu vas pouvoir te rendre à tes congrès en volant, au lieu de faire ces trajets par le train que tu détestes tant. » Le professeur Popoff parut sceptique. « Ah, mais je ne sais pas si c'est une veste longue distance. »« Eh bien, nous verrons. Il va d'abord falloir que tu t'entraînes beaucoup. » Oh, je commence tout de suite. Et le professeur passa le reste de la journée à volter du salon au jardin par la fenêtre, aller-retour. À la fin de l'été, le professeur Popoff volait comme un oiseau. Enfin, le grand jour arriva. Il était convié à un congrès à Paris. Au lieu d'y aller par le train, il prit son sac à dos et se dirigea joyeusement vers le jardin. Il salua sa femme. « Au revoir, à très bientôt. » Alors il aspira une grande bouffée d'air et dit « Je voudrais être à Paris. » Aussitôt, il s'éleva dans les airs. Oh, mais voilà comment il faut voyager, se dit-il tout content, tandis qu'il survolait champs et villages. Mais bientôt, il se sentit affamé par le grand air. Oh, je dois bien avoir un sandwich, se dit-il. Et il commença à fouiller dans son sac à dos. Mais sa femme ne lui avait rien donné à manger. Il n'y avait que son pyjama et sa trousse de toilette. À ce moment, la veste volante l'entraîna brusquement plus bas, tandis qu'un monstre argenté rugissait au-dessus. « Ah, ciel !» cria le professeur, presque éjecté de sa veste. « Oh, j'ai failli rentrer dans un avion. Oh là là. Oh, comme je voudrais être en sécurité sur le sol, avec quelque chose de bon à manger. Oh. » Il avait oublié que la veste magique obéissait à chacun de ses vœux. Il fut bien étonné de se sentir descendre à travers les nuages, plus bas, jusqu'à la cour d'une école, où il se posa. La maîtresse fut très surprise lorsque ce visiteur entra dans sa classe. Elle pensa que c'était l'inspecteur et alla lui chercher du café et des biscuits. En son absence, le professeur joua avec les enfants. Il peignait avec de petits pots de peinture qui firent envie au professeur.
« Oh, j'aimerais bien en avoir de pareils, dit-il aux enfants. « Nous allons vous en donner, dirent les élèves. Du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du violet et de l'orange. Oh, toutes mes couleurs préférées, dit-il. Merci beaucoup, merci. » Mais le professeur devait repartir s'il voulait arriver à temps à Paris. Les enfants, émerveillés, le virent décoller et disparaître dans les nuages en étendant les bras pour assurer son équilibre, car le vent soufflait très fort. Le vent soufflait tant qu'il ouvrit le sac du professeur et que les petits pots de peinture déversèrent leur contenu comme une pluie de toutes les couleurs. « Malheur !» soupira-t-il quand il s'en rendit compte. « Oh, je voudrais bien être arrivé à Paris !» Un instant plus tard, il était à Paris, au Congrès. « Ma veste vole plus vite qu'un avion, » pensa-t-il. « Je peux rentrer chez moi par les airs dès ce soir et arriver à temps pour le petit déjeuner demain matin. » Et à la nuit tombante, le professeur Popov s'éleva au-dessus de la ville. Fatigué par cette journée bien remplie, il s'endormit vite. Il ne s'éveilla qu'en se posant dans son jardin. Madame Popov fut enchantée de le revoir si vite et rit en entendant le récit de son voyage. Mais tous deux rirent encore plus en lisant dans le journal du soir « Chute de pluie colorée au-dessus de Rouen, les savants s'interrogent. » « As-tu l'intention de leur avouer que c'est toi qui as répandu de la peinture dans les nuages ?» demanda-t-elle. « Oh non, dit le professeur. Oh, gardons le secret, hein? Ne parlons à personne de la veste volante. » Et personne ne découvrit jamais leur secret.